Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la FDM Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Coucou aussi à celles et ceux qui nous écoutent en podcast. Avec moi aujourd'hui ce soir une belle petite équipe. À mes côtés, on va commencer par mon co-animateur avec qui j'ai passé tellement d'aventures ce dimanche. Ouais, c'est vrai. Comment ça va, Nathan ? Ça va très bien. Écoute, voilà, un bon week-end. Remis tes émotions ? Ouais, remis de mes émotions. On a passé un très bon week-end. Et voilà, je pense qu'on joue l'Europe. Voilà, c'était pour Rémi. C'est une offrande. Voilà, c'était ma question d'intro. Au moins, on saura si Rémi est connecté. Voilà, voilà si Rémi, on a la tablette. N'hésite pas à m'insulter, Rémi, si tu veux. Pour le moment, non, ça va. Bon, écoute, assure. Celui grâce à qui on peut faire un point Ligue 2 tous les mardis, c'est notre cher Ben. Comment ça va ? C'est pas Clément ? Non. On m'entend pas, non ? Je crois qu'on n'entend pas Ben, ouais. Je pense que tu me censures, Nadia. Est-ce que le gain au fond en haut est allumé ? Peut-être qu'ils ont baissé. Est-ce qu'on m'entend ? Je regarde. Je pense que ouais, tu es censuré. Écoute, on va te zapper une fois de plus. On va continuer avec Clément. Comment ça va, mon cher Clément ? Eh bien écoutez, messieurs, dames, ça va très très bien. On est reparti pour une belle saison avec notre TFC et on est content d'être là pour la commenter. Je crois que tu nous as préparé quelques petites surprises ensuite. Hein. Tout à fait, c'est pas vraiment une surprise, mais il y a une certaine chronique bien connue de nos auditeurs qui arrive fort. Et on nous dit en commentaire que tu as le maillot de Dalinga, c'est ça ? J'ai le maillot de l'équipe de Dalinga, mais pas le choqué Dalinga. Trop cher, c'est ça ? Exactement. On en parlera plus tard. Je suis avant tout de gauche. Parlant de là, ça va être à ma gauche après, je sais pas, parce que je pense qu'il a pas le droit de voter vu l'âge qu'il a. C'est notre technicien vidéo, Elliot. Comment ça va ? Eh bien ça va très bien, content d'être là ce soir. Et puis comme toutes les émissions, j'ai pas regardé le match. Donc, écoute, regarde l'écran, voilà, c'est juste ça nous aidera déjà beaucoup. Avec les commentaires et voilà. Aujourd'hui, on a aussi un invité supporter. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu. Ça fait un moment qu'il doit venir. C'est Alexandre. Comment ça va ? Je suis pas sûr. C'est bizarre. Nadia, est-ce que tu m'as censuré ? Je crois que c'est. Peut-être remonte-toi un peu le micro, oriente-le peut-être un peu plus, on sait jamais. Parce que tu es grand, ça me fait peut-être là. Ouais, magnifique. Bon, je vais essayer un peu de faire avec les moyens du bord. Alors écoute, je suis très content d'être là. C'est une grande première pour moi d'être dans cette émission parce que de base, je regarde les streams sur Twitch et là, je participe. Donc c'est une très grande première pour moi. Mais écoute, peut-être que ça motivera aussi d'autres personnes à venir. Tu pourras témoigner à la fin. On ne mord pas, au contraire, on nourrit les gens. Juste pour tester, Ben, est-ce que ça fonctionne ? Non, toujours pas, si. Si, on entend. Si, on entend. Écoute, je me suis fait déglinguer à 3, voilà le point Ligue 2. À bientôt. Merci. À la semaine prochaine. Celle grâce à qui on peut entendre ta belle voix, c'est Nadia en cabine. Comment ça va, Nadia ? Coucou, très bien, merci. Et vous, tous ? Écoute, ça va. Pas trop de moustiques pour le moment, donc nous, ça va. Bon courage pour la suite, toi. Allez, le programme du jour, vous vous en doutez, ça va être déjà un retour sur la prépa des féminines sur l'académie. On aura le coach Antoine Girard par téléphone. On fera ensuite le journal des prêtés de notre cher Clément. On fera un grand format sur ce TFC Brest et on terminera par l'interview supporter d'Alexandre. On embrasse les absents du coup, on a déjà parlé de Rémi, coucou aussi à Fred, Sacha, Camille, Oxens, Mathilde, Mehdi et Arthur. Je pense que j'ai oublié personne. La question traditionnelle, mon cher Elliot, est-ce qu'il y a du monde de connecté ? Et il y a pas mal de monde de connecté. On a Lucas Bariani, on a Kams 6331, on a ABDC God 31. Je vais tous les lire. Hein. On a Olivier Langui, c'est on le but, a hein. Dick 31200, j'ai eu peur. C'est mon préféré. c'est le meilleur pseudo, vraiment. Fabrice Dupont et Assura qui nous saluent tous. Eh bien, parfait. Alors, si vous voulez réagir en direct, vous pouvez appeler au 05 61 80 40 40. Sinon, sur les commentaires, là, sur la vidéo du Facebook Live ou suite Radio Occitania, sur les lives Twitch, YouTube et X, donc FDM Toulouse Foot, n'hésitez pas à vous abonner. Et si tout le monde est prêt, c'est parti pour cette 389e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on va commencer avec les résultats du week-end. D'abord avec l'académie. Est-ce que tu veux t'en charger, mon cher Nathan ? Eh bien allez, on y va. Hein. Donc la N3 a perdu pour sa reprise 1-0 contre Castanet sur l'annexe 1, malgré la présence de 5 pros et un pénalty raté donc par Enzo Fati. Ça commence mal. Ouais, malheureusement. Les 19, ils ont gagné 2-1 contre Aubagne. Tout s'est joué en deuxième mi-temps. Boujda ouvre le score, les adversaires égalisent et Boujda double la mise à la 75e. Et les 17, donc pour rendre hommage à Ben, s'impose 3-1 à Montpellier. Lamotte ouvre le score sur la première action du match. Lam Chalab et Zegaoui sont les autres buteurs. Ça commence bien pour nos jeunes, pour le coup. Bah oui. Si jamais vous voulez des résumés un peu plus complets, on a le compte Instagram Toulouse Info, vous savez, qui suit pas mal l'actualité du TEF et l'actualité des jeunes, qui a assisté aux 2 matchs qui étaient sur les annexes du stadium, donc c'était la N3 et les 19, il a pu faire un petit résumé sur son compte Instagram avec les compos, les temps de jeu et aussi ses impressions à lui, notamment sur le fait que la N3 ça commence mal lorsqu'ils avaient quand même 5 pros dans le groupe.
Alexandre, toi, tu suis un peu les différentes équipes du TEF ou t'as pas forcément le temps, t'es plus sur les pros? Alors disons que de base, je regarde surtout les pros, mais de temps en temps, il m'arrive de regarder l'équipe réserve, par exemple. Bon, la dernière fois que je suis allé voir un match de la réserve du TEF, c'était contre Blagnac, même contre le Stade Bordelais d'ailleurs. Ouh. Bon, je me rappelle pas énormément du score, puisqu'ils n'avaient rien proposé côté des deux équipes. Donc, mais non, mais sinon, de temps en temps, oui, ça m'arrive de voir l'équipe réserve. Ok. Ouais, c'était pas forcément marqué quoi, ce match. C'est ça. On devrait avoir Antoine Gérard, le coach des féminines, au téléphone dans quelques instants. Est-ce que c'est le cas, Nadia? Non, ça répond pas pour le moment. Il semble être occupé. D'accord. Bah, si on peut J'ai laissé un message vocal. on peut couper la chronique en deux et nous faire le journal des prêtés et ensuite revenir sur les féminines, si ça te dit, mon cher Clément. Comme vous voulez. Et bien, si Nadia est prête aussi pour les jingles, parce que je pense qu'elle en a bien préparé, ben c'est parti pour le journal des prêtés. C'est passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. C'est à moi? Bah on avait dit non. Ah, pour le prêt, c'est ça, excusez-moi, pardon, je pensais que finalement tu le faisais. Non, juste Ah oui, petite pardon. information avant, c'est qu'on a appris que Ilyes Arad part en prêt au stade de Lavallois, donc là où joue l'ancien Pichoun Samsana comme capitaine, donc ça fera une chronique en plus, un joueur à chroniquer en plus chaque semaine, mon cher Clément, Tout à fait. et on fera un point mercato aussi, ça sera vendredi, voilà, on aura plus de temps. À Tout toi. à fait. Mais je tiens quand même à dire que l'heure est grave. Visiblement, je dérange et le club met un point d'honneur à essayer de saboter ma chronique dans cette émission. Imaginez donc, on se met à prêter des bons joueurs, des jeunes prometteurs qu'on prête sans option d'achat. On est où? C'est pas le TEF que j'aime, ça. Moi, c'est pas ce que le TEF m'a appris comme valeur. Cela dit, tout n'est pas perdu et le club est revenu à la raison et permet quand même à cette chronique de garder un semblant d'intégrité artistique en prêtant nos deux faisans préférés, Sissoko et Amoulic. Mais puisqu'on était sur la Ligue 2, on va rester rapidement sur la Ligue 2 avec les prêts donc de Mathis Niflor du côté de Dunkerque. Il a joué les 2 premiers matchs de championnat, il a encaissé 4 buts en 2 matchs et malheureusement s'est retrouvé sur le banc pour le 3e face à Aïe. Nancy. Ça commence mal. Donc voilà, à suivre, la suite de sa saison va être intéressante, surtout qu'on sait qu'il s'est quand même passé pas mal de choses du côté de Dunkerque en coulisses, donc c'est pas forcément le mettre dans les meilleures conditions, mais on va voir, et en tout cas il a joué les 2 premiers matchs, donc c'est que le club quelque part compte un petit peu sur lui, donc c'est toujours intéressant. On reste en Ligue 2 du côté de Pau, où est prêté cette saison donc Eddy Zuliani, peut-être que le deal a été d'ailleurs scellé lors du match amical contre Pau, on ne sait pas. Il a joué donc les 2 des 3 premiers matchs de la saison, le premier titulaire et le second il est entré en jeu, avec des notes ma foi assez correctes, donc pareil à suivre un petit peu la suite de sa saison, et est-ce qu'il va être un élément important de Pau cette année-là ou pas, on ne sait pas. Et donc on passe sans plus tarder à nos faisans, évidemment, le cœur, le sel de la substantifique moelle de cette chronique. Et on va commencer par notre ami Sissoko. Donc cette saison encore, il évoluera dans les tréfonds du football anglais, le crack préféré des footix du mois de juillet, puisqu'il est prêté à Bolton en League One, qui est la D3 anglaise. Donc Bolton, ça rappelle peut-être des souvenirs pour les supporters du TEF, c'est là où était parti Johan Elmander, Oh oui, c'est suite vrai. à son passage chez nous. On va chercher Braten là-bas, je crois. Oui, c'est possible. Oui. À l'époque, c'était un bon Ouais. club de première ligue. Ouais. Il aura le plaisir d'y croiser donc en Ligue 1 ses ex-partenaires de Plymouth Argyle, qu'il a activement aidé à ne pas se sauver l'an dernier. Il croisera la route également d'anciens pensionnaires de première ligue comme Luton Town, Wigan ou Reading, club qui parle peut-être aux boomers autour de cette table. Et il pourra donc se frotter également à le crème de la crème face à des cadors tels que Mark McGuinness, Tahith Chong ou encore Callum Chambers, l'ancien joueur d'Arsenal. Ah ouais, il s'est perdu là-bas? Il est dans un vieux club de Détroit anglaise. D'accord. Donc pour l'instant, 3 matchs joués en tant que titulaire, pour 3 nuls, 1 partout. On tient Ah, peut-être notre nouveau- nouveau running gag le après nouveau le Jalabert. Sporting Rerun la saison dernière, on l'espère. Et je vous tiendrai bien entendu au courant de ses exploits chaque semaine dans cette rubrique. Comme d'habitude, j'ai gardé le meilleur pour la fin, évidemment Saïd Amoulic. Alors d'abord un petit peu de contexte, après des prêts au Vitesse Arnhem, au Lokomotiv Moscou et au Vidzu Lodz, le prince Saïd est désormais prêté au redoutable NPS Volos, au D1 grec. On avait vraiment plus d'idées sur où le retourner. Cet été, j'ai fait un petit tour moi de la Pologne et j'ai pu marcher sur les traces du prince faisan et passer devant tous les stades dans lesquels il n'a pas joué lors de son prêt au Vidzu Lodz. J'ai vu le stade de Varsovie, le stade de Cracovie, le stade de Gdansk, tant de pelouses qu'il n'a pas eu le bonheur de fouler.
lors de son prêt au Vidzu Lodz. D'ailleurs, je vous l'apprends, ça ne sert à rien, mais ça se prononce Łódź, si vous voulez un petit peu flex en société. Mais là, il y a une grande nouvelle, je vais vous demander de garder votre calme et d'éviter toute réaction hystérique excessive. Saïd Amoulić a marqué, bordel de merde. Il a marqué, le roi faisan est immortel. Je vous mets d'ailleurs un petit extrait des commentateurs du match. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Ce type-là est un professionnel. On a beau le larguer au fin fond de la Grèce, il arrive quand même à nous marquer un petit but. Vous ne rêvez pas, un but d'Amoulić est pourtant aussi rare qu'une éclipse solaire, c'est-à-dire une fois tous les 350 ans. Mais il a marqué pour son premier match en Coupe de Grèce face à l'ogre Giannina, pensionnaire de D2 local. Et seulement 7 mois après son dernier but, quand même. Seulement. Contre une équipe de D4, c'était la dernière fois qu'il a marqué. Là, c'est de la D2, donc il y a quand même un thème qui se dégage, c'est-à-dire qu'il ne marque pas contre des équipes de haut niveau. Mais on l'aime bien quand même. Donc il renaît quelque part un petit peu comme un phénix et ça m'a inspiré. Je bosse sur un nouveau roman. Je l'ai intitulé Saïd Amoulić et l'ordre du phénix. Ça va être à la suite parce que j'en ai déjà écrit plein qui sont un peu passés inaperçus, injustement boudés par la critique. Il y avait Saïd Amoulić à l'école des faisans, Saïd Amoulić et le placard des secrets, Saïd Amoulić et le prisonnier d'Arnhem évidemment, et un de mes préférés, Saïd Amoulić et la coupe en bois. Mais voilà, j'ai déjà les deux derniers qui compléteront la collection, c'est Saïd Amoulić, le prince faisan de sang mêlé, et Saïd Amoulić et les reliques de sa propre carrière. Donc c'est le dernier opus d'une saga qui, je l'espère, pourra détrôner peut-être Game of Thrones. Tremble, George R.R. Martin, et pas juste parce que t'es vieux. J'arrive. Merci. Et pour revenir au terrain, juste 2 matchs, 2 entrées en jeu à la 60e et un but. Non mais c'est pas plus intéressant, hein, le terrain, hein, c'est plus ce qu'il y a autour finalement. Pas. Merci beaucoup Clément. Oui, magnifique. Commentaire de Digwick 31200 qui nous dit malgré doublé, Amoulić a marqué, peut-être on vit une hallucination collective. C'est vraiment la soirée des refs. Merci beaucoup à toi et à Saïd Amoulić. Merci à lui surtout. Normalement on devrait avoir Antoine Gérard au téléphone. Est-ce que tu nous entends Antoine ? Je suis là. Bonsoir messieurs. Merci de prendre le temps pendant le stage à Loudanviel. Déjà, comment se passe le stage ? Pas trop de courbatures pour le moment avec les randonnées ? Ah non, c'est super. On a fait une petite rando. On l'a fait sur 2 jours avec une nuit au milieu dans un refuge. Donc non, c'est bien. Elles ont eu le temps de récupérer et on est redescendu hier matin. Et là, on s'est entraîné ce matin, c'était la première séance terrain, on n'avait pas fait de foot avant. Et on se réentraîne demain matin et demain après-midi, ce sera déjà la fin du stage. La dernière fois qu'on t'a vu au téléphone, il y a eu 3 matchs entre-temps, un match de préparation. Il y a eu la courte défaite contre Montpellier, la victoire contre Bilbao, une dernière victoire samedi contre Montauban. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette série de 3 matchs pour le moment ? Je trouve que c'est bien parce qu'on a vécu plein de scénarios différents. Contre Montpellier, on fait vraiment de manière générale un bon match. C'est le deuxième de la prépa et vraiment il y a eu des choses très intéressantes sur ce match qu'on perd 1-0 sur le papier, même si après avoir revu les images, il y a un but qui nous est injustement refusé parce qu'il était rentré. Donc voilà, dans le rapport de domination, c'était un match qui est très équilibré contre une équipe de D1 qui finit première partie de tableau l'année dernière, donc c'était vraiment très positif. Et après, on a joué la réserve de Bilbao qui est promue en D2 espagnol cette année, qui a été un match qui s'est joué sur un terrain difficile, à Orthez, à côté de Pau. Et ça a pas favorisé le beau jeu, alors que les équipes espagnoles aiment bien jouer aussi, mais c'est un match où on a été solide et solidaire pour aller accrocher la première victoire de la prépa. Et ce week-end, ce qui était très bien, c'est qu'on a vécu une première mi-temps très compliquée. Vraiment, il pouvait y avoir plein de facteurs, mais potentiellement un peu de fatigue, ou il y avait beaucoup de joueuses en face, des anciennes du club aussi, donc il y avait un esprit un peu revanchard, mais bon enfant, mais on se retrouve mené 2-0 à la mi-temps et c'est très bien de le vivre en prépa, le fait de devoir remonter un handicap et le fait de gagner à la fin, c'était vraiment très positif.
Du coup, est-ce que tu es globalement satisfait du contenu? Est-ce que tu as réussi aussi à en tirer quelques enseignements? Parce que si on fait un parallèle avec les garçons où la prépa, il y a eu des lourdes défaites et au final, tu commences un championnat avec 2 victoires, est-ce qu'on arrive quand même à tirer des enseignements de ces matchs-là? Ouais, mais je pense que le bon début de championnat de nos garçons, il est aussi dû je pense aux émotions et aux expériences qu'ils ont vécues pendant le mois de juillet. Parce que ça les a amenés à modifier certaines choses, à réagir sur certaines choses. Nous, l'idéal, c'était de vivre plein de scénarios différents. Moi, je pense que les garçons, ils n'auraient pas craché sur le fait de vivre au moins une expérience de victoire, mais rien ne vaut le fait de les vivre en compétition finalement. Et j'espère surtout que nous, tout ce qu'on aura fait pendant un mois, ça va nous servir à vivre les émotions positives de la compète dès le week-end du 7 septembre. Donc je suis content qu'on ait vécu plein de choses différentes, des déceptions. Je trouve qu'on est encore très perfectible sur plein d'aspects, notamment sur l'aspect offensif. Et il nous reste encore un match de prépa et 2 semaines de travail pour y remédier. Est-ce que ça vous tarde justement cette reprise à toi, au groupe, au staff? Là, on est dans un moment plutôt très positif sur le stage. Donc on n'est pas encore complètement tourné vers le championnat, mais c'est certain qu'on va jouer un dernier match de prépa, le 5e. Ce sera bien de se projeter vers des matchs qui comptent. Et on va en jouer beaucoup cette année, notamment avec l'apparition de la Coupe de la Ligue en plus, quoi. Donc là, tu disais, il y a donc la fin de la prépa qui est dès demain, et ensuite il y a ce match amical. C'est contre qui le match? C'est contre le Deportivo Alavés, D'accord. Qui est une équipe de seconde ligue, enfin de deuxième division espagnole, qui est une équipe de haut de tableau qui joue plutôt la montée en D1 espagnol et qui va être un bon adversaire pour boucler la prépa. On joue le match à Tarnos dans les Landes dimanche à 15h. D'accord. Bon, écoute, merci beaucoup Antoine d'avoir pris le temps de nous répondre pendant le stage. Profitez bien de cette escapade pyrénéenne et en espérant qu'on pourra vite vous retrouver et surtout bien profiter de vous en championnat. Merci beaucoup. Merci. Bonne émission à toutes. Merci, bonne soirée. Voilà, on va pouvoir maintenant passer aussi sur une autre bonne nouvelle, puisqu'il n'y a pas que les filles qui gagnent, maintenant il y a aussi les garçons. Calme-toi Nathan, je sens que tu vas t'enflammer à tout moment. Europe. Attends. Allez, c'est l'heure du débrief de cette victoire du TFC contre le Stade Brestois. Allez, avant de commencer sur le sportif, on va déjà faire un petit point sur le classement des pronos de la feuille de match. C'est vraiment que j'aime beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Mon cher Ben, est-ce que tu as le classement des chroniqueurs de la feuille de match? Ouais, je suis leader avec 0 points. Non, ça marche que pour Montpellier en Ligue 1. Donc le classement, on a Elliott qui est le seul à avoir eu le bon score, 2-0, comme quoi ne pas regarder les matchs est encore une preuve qu'on peut être très très haut dans ce classement. C'est pour ça qu'il est en cabine, c'est pour ça qu'il a un plateau, sinon on ne le prenait pas. Tous les leaders sont ici, puisqu'on a Vincent et Clément leader avec 4 points, et suivent de très près Nadia et Elliott avec 3 points. Et le reste, c'est chou blanc quasiment. Par contre, sur MPP, non, mais on s'en fout de ça. qui est leader Vous pouvez rejoindre la Saïdamou League toujours, c'est toujours ouvert. Voilà. Faut que je la rejoigne d'ailleurs, je suis toujours pas dessus. T'es toujours pas dessus, mais dépêche-toi. Maintenant, tes points pris avant, ils comptent. Oui, ils comptent. À l'époque, c'était que quand t'arrivais. Donc, ouais. À partir du moment où tu as pronostiqué sur un PP de manière générale, quand tu te remets dessus, t'étais à 0, t'as rien mis du tout. J'ai réinstallé l'appli. Franchement, tu dépasseras KMK, t'inquiète. Tu peux pas jouer la J1 par contre. Là. Tu peux pas mettre tes pronos je dessus. suis un peu déçu. Ça marche pas par contre. C'est vrai qu'on avait dit qu'une année on le ferait de pronostiquer l'inverse absolu de ce que Camille pronostique pour voir si on arrive à faire plus de points que ça. Et je pense qu'il y a moyen de gagner un resto en faisant ça. Voilà, j'en parlerai. Allez, avant de se plonger dans le sportif, un peu plus de 23 000 personnes étaient présentes au stadium avec beaucoup d'animation autour du match, mais on a surtout eu un gros avant-match organisé par les Indians avec un rendez-vous un peu guinguette et ensuite un cortège. Je sais qu'autour de la table et en cabine, des gens y étaient. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs, dames, déjà de cette animation estivale? C'était bien. Merci Fred. Ouais. Non, c'était très sympa de se retrouver tous ensemble voilà, pour commencer la saison au stadium, de voir un petit peu... voilà, nous, on y était en tant que Andy Tolosa aussi, donc on a réussi à ramener un peu de... On était quelques membres. Donc c'est bien d'avoir que c'était ouvert en fait à tout le monde, hein, pas qu'à tous les groupes, mais de manière générale à tous les supporters du TFC. Donc un bon moment de fête, un cortège
un cortège sympa, un avant-match sympa, un accueil de bus très sympa aussi, qui remet un peu en condition pour justement motiver aussi les joueurs pour aller chercher des victoires au stadium et montrer que c'est important. D'ailleurs, on a eu la première. Mais je passais un bon moment, moi, ce dimanche. Toi Alexandre, t'as tout fait ou t'es arrivé pour le match? Alors moi j'ai tout fait, je suis arrivé tôt le matin pour bien sûr profiter un peu de la gaguette organisée par les Indians. Et je rejoins un peu ce qu'a dit Nathan, c'est que c'est bien, comme Fred. On l'embrasse d'ailleurs Fred. Mais du coup je disais oui, c'est pour bien commencer le début de la saison Ligue 1. Je veux dire le cortège, je ne sais pas si ça a vraiment contribué à la victoire, mais disons que ça a quand même motivé les joueurs à mon avis, parce que la plupart, quand vous allez cortège avant, forcément, on ne mettait pas forcément un résultat à la fin. C'est vrai. Mais bon, bref, si je reviens par rapport à ça, c'était très bien, j'ai tout fait, cortège, puis le match. D'ailleurs, pour ceux qui avaient l'œil aiguisé sur la story de Guillaume Rest, on peut voir notre cher Camille, une torche à la main, si jamais vous avez pu sauvegarder ça à ce moment-là, il va bien. C'est pour ça qu'il n'est pas là, il est en garde à vue actuellement, on le salue. Comme quoi il y a du réseau depuis la prison, c'est bien. Messieurs, on va peut-être passer aux sportifs avec toi Nathan, parce que déjà commencé avec la compo du TFC. Ouais, tout à fait, donc compo avec une défense à 3, avec Cresswell, Mackenzie et Canvo qui redescendent d'un cran. Sidibé du coup piston droit, Metali maintenu piston gauche. Dans l'axe, on retrouvait Sauer et le retour du tant attendu KCRS. Sur les ailes, on avait Donum Gbo et Magri donc en numéro 9. Ce dernier inscrira donc un doublé en deuxième mi-temps pour offrir la victoire au TFC, la deuxième victoire consécutive en Ligue 1. Déjà, messieurs, on va commencer par un petit tour de table. Voilà, et on va récolter vos points. Voilà, on en a déjà eu 3, mais on est preneur de vos points. Toi, Ben, qu'est-ce que tu en retiens de cette victoire? Alors, moi, j'ai mis solidité défensive. 4 équipes sur 18 n'ont pas pris un but et tu en fais partie. Donc, c'est quand même très très bien. Surtout que les 3 autres sont européens. Et j'ai bien aimé, moi, les choix de Carles sur les changements. Clément? Alors moi j'ai mis on prend pas les mêmes et on recommence. C'est pas sexy du tout mais c'est efficace. Et après j'aimerais bien revenir sur la grosse perf quand même du trio défensif avec un petit shout out to Mackenzie. Et aussi un petit peu déçu du niveau affiché par Brest. J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas trop envie de le jouer ce match. J'ai dit messieurs mais il y a messieurs dames. Du coup Nadia, ton point, qu'est-ce que tu en retiens de ce match? Moi j'ai mis qu'on était contents. Voilà. C'est bien. Non, je rejoins Elliot. J'ai pas vu grand chose en soi, mais du coup on a gagné et pour moi c'est tout ce qui compte, voilà. Et Magri il a débloqué le match, donc c'est cool. Toi Vincent, qu'est-ce que tu en retiens? Moi je retiens qu'on capitalise sur notre bon état de forme, une nouvelle preuve qu'il faut tirer aucun enseignement des préparations et on sait se saisir de chaque faiblesse de nos adversaires. Donc premier quart d'heure, on va se replonger dans ce match. Premier quart d'heure où les Brestois ont tenté de nous prendre de vitesse, se sont offert quand même 3 occasions. Alors est-ce que c'est des occasions franches ou on a quand même eu 2 interventions de reste, une prise de vitesse aussi où Mackenzie revient bien. Et derrière, on a été plutôt tranquille. Une maîtrise globale jusqu'à profiter de leur erreur pour inscrire 2 buts. On va dire qu'on ne s'est pas régalé au niveau technique, c'était pas le match de l'année. Du coup, est-ce que c'est la victoire et c'est tout ou est-ce qu'il y a d'autres enseignements à tirer? Je vais me tourner vers toi Alexandre, étant donné qu'on n'a pas eu tes points. Toi, qu'est-ce que tu en retiens? Est-ce que c'est la victoire seulement ou est-ce qu'il y a d'autres enseignements pour toi? Je pense qu'il y a d'autres enseignements. Et ce qui m'a intéressé dans ce match, c'était la défense, puisque c'est vrai que là, on vient à peine de faire 2 matchs de victoire. Alors c'est très bien pour le TEF, on se dit 2 matchs de victoire, beaucoup vont s'enflammer. Mais disons que je tenais à souligner quand même la défense, que Metali et Mackenzie ont fait vraiment un super boulot face à Brest, parce que c'est peut-être une équipe Brest qui apparemment est peut-être moins bonne que celle de l'année dernière, apparemment. Mais ça reste quand même une équipe, on va dire, du calibre européen, comme on avait vu avec Nice. Donc dans tous les cas, je suis plutôt content de cette défense. Reste aussi, sachant que beaucoup le critiquaient par rapport à ses dernières performances. Tu peux le regarder dans les yeux si tu veux. Il est en face de toi, Clément. C'est pas le seul. Parce que c'est vrai, après je pense qu'on va en parler, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est assez irrégulier. Mais là, honnêtement, j'ai été impressionné par ses interventions contre Brest. Ce qui fait que là, c'est son 2e clean sheet. Et c'est à souligner.
Donc bravo par rapport à ça. Ben. Alors oui, mais je trouve que de là où j'étais, et des fois il est lent à sortir. Je trouve que dans sa prise de décision, ben ouais, je suis chiant, mais il manque un peu de... Je trouve que des fois il hésite, il te met un peu en danger, ou s'il se jouait un peu plus haut, il sortait un peu plus vite, ça pourrait être mieux. Par contre, en effet, sur les frappes qu'il prend, il fait les arrêts où l'an dernier il regardait le ballon, puis il disait bon, c'est pas grave. Donc en effet, sur ça, je suis d'accord, il y a eu du progrès. C'est vrai que cette solidité défensive, on s'attendait pas justement entre la saison que Ferrez la saison dernière et l'intersaison où justement on prend valise sur valise et on se dit que ça va être compliqué. On enchaîne quand même un deuxième clean sheet consécutif. Après, c'est peut-être notre seul point fort de la saison dernière, c'était ça. C'était quand même une certaine solidité défensive quand ça tenait à peu près la baraque, quoi. Donc moi, ça m'étonne pas tant que ça parce que le trio défensif derrière, il a pas bougé, c'est les mêmes joueurs. On voit que quand on interchange un, ça change pas forcément. Quand il fait plutôt son match. Canvo, c'est toujours plus compliqué quand il joue à son poste, malheureusement. Mais en défense centrale, on sait que ça fait le boulot. C'est peut-être par rapport au match à Nice, justement, où il y a eu peu de projections en fait, offensives et on le voyait très solide dans l'axe où il a été redescendu sur ce match-là. Il a été plutôt solide contre. Ouais, mais après, il y a le petit bémol, on en reparlera sûrement, mais le petit bémol Sidibé sur le côté, on sent que ça commence à être compliqué pour lui quand même, niveau poumon, tout ça. Voilà. Mais bon, c'est normal, hein, il a plus les jambes de ses 20 ans. Mais non, globalement, c'était hyper intéressant au niveau défensif et vraiment, on a neutralisé complètement cette équipe de Brest. Ils ont joué pendant 15 minutes, au début où ils dominaient, vraiment, ils avaient le ballon, ils étaient dans le camp. Et derrière, encéphalogramme plat. Moi, je suis Eric Roy, à la mi-temps, je pète un câble et à la fin du match, il a pété un câble. Je retourne le vestiaire. Mi-temps, il était fou. Tu le montrais voyais, aussi peu d'envie. Enfin, je veux dire, pour une équipe du calibre de Brest, Toulouse, on est prenable. Tu vois, j'aime bien le TFC, mais normalement, ils doivent nous battre tous les jours. L'an dernier, ils viennent, ils nous roulent dessus, ils nous mettent 4-2. Et là, cette année, ils viennent et ils nous laissent jouer à notre rythme, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Et nous, on arrive à exploiter en effet les deux grossières erreurs défensives qu'ils font et on marque, donc c'est bien aussi un peu de réalisme parce que pareil, on s'est pas créé 52 occasions non plus. Je vais me tourner vers toi, Vincent, dont tu disais qu'on arrive à profiter des faiblesses de l'adversaire. Est-ce que justement, on parlait du match à Nice où on s'était quand même imposé. Et on se demandait si c'est pas parce que l'adversaire en face était faible. Est-ce que c'est nous peut-être qui les rendons et qui les gênons peut-être tactiquement, ou est-ce que c'est le niveau général de l'équipe d'en face qui fait qu'on arrive à s'imposer sans trop de problèmes? Les deux, mon capitaine. Non, je pense que c'est un peu un mélange des deux, où forcément tu es quand même très en place tactiquement. Encore une fois, tu vois, c'est un point de Ben, je ne vais pas lui spoiler, mais tu vois qu'il y a quand même une différence dans l'attitude et dans le... À partir du moment qu'il y a les changements, tu vois aussi qu'on les bloque encore plus, les Brestois, qui n'avaient pas forcément de solution jusque-là. Donc en fait, pour moi, il y a vraiment, un petit peu comme on en parlait chaque année, il y a 3 niveaux de Ligue 1. Tu as le top au-dessus, où en fait, là, tu vas juste prier et jouer le contre à fond et avoir 10% de possession de balle. Tu vas avoir des équipes très faibles qu'on a pu avoir Angers, Le Havre l'an dernier, où là, tu vas même pouvoir faire du jeu et te faire plaisir et même te marquer. Puis tu vas voir ce espèce de groupe du milieu avec des équipes qui sont soit à ton niveau, soit sont légèrement au-dessus. Ou pour moi, en les prenant bien tactiquement et avec tes armes, tu arrives à les battre. Et c'est typiquement ce qui s'est passé contre Nice, même si Nice, pour le coup, pour moi, c'est une action de parcours de Nice, c'est au-dessus. Et ce qui s'est passé contre Brest, pour moi, c'est ça. Les 2 buts, c'est des failles que tu as exploitées. La tête de Donum aussi, c'est une énorme erreur défensive. Mais c'est aussi une très bonne récupération haute, une projection rapide vers l'avant. Donc c'est quand même des situations que tu te crées. Les buts ne sont pas tout faits non plus. Mais pour le coup, on en parlait, il y a quand même une sacrée faiblesse de la Ligue 1 de manière générale aussi. On fait partie aussi. Mais avec nos armes, peut-être notre intelligence et notre fraîcheur en début de saison, on arrive quand même à pouvoir lutter contre ces équipes-là. C'était un point de Fred justement qui lui disait qu'on se paye quand même successivement Aise et Roy qui ont été au volant de belles écuries ces dernières saisons. Donc aussi, Carles, il tente des choses. Il fait aussi avec ce qu'il a. J'ai l'impression. Ça fonctionne pour le moment plutôt bien. Moi, j'avais des stats sur le match de Brest. C'est 6 tirs, 3 cadrés, 1 poteau, 2 buts. Donc, on disait forcément, par rapport à la saison dernière, c'est justement ce qu'on pointait du doigt, ce manque de réalisme. Là, on arrive quand même à Nice. Il me semble que c'est à peu près les mêmes stats où on n'a pas beaucoup de frappes, mais on est clinique et on va réussir à ramener les 3 points. C'est quand même merci les gardiens adverses. Je pense qu'il faut. T'en avais parlé, sérieux. Parce que Yvan Diouf, moi je trouve que contre Nice c'est pas incroyable, et Majeki, je suis désolé, mais c'est tout sauf un gardien de football.
Il est amputé de la main, c'est pareil sur le premier but. Le deuxième, désolé, ouais, mais... le premier, mais le deuxième, c'est plus les défenseurs quand même. Ouais, mais il me saoule, moi j'ai qui. Sur le deuxième, bon, non, oui, je suis d'accord. Pas faire grand chose. T'as le cirque Pinder en défense devant toi, bon. Non, oui, ça c'est sûr, mais le problème c'est que le deuxième, c'est t'as une apathie défensive et Magri, jamais il doit récupérer le ballon, faire son petit crochet, aller marquer. Et une célébration d'anthologie. Qui t'a beaucoup plu, je crois, non? On en parlera après si tu veux sur le Camagri. Alors qu'on reçoit un auditeur au téléphone, donc Cam6331 apparemment qui est avec nous. C'est ta première fois? Un petit nouveau. Bonsoir, TFC Coupe d'Europe. Enfin. Merci Nadia, tu peux filtrer mieux les appels s'il te plaît, je peux couper, hein, merci. Bonjour, est-ce que le TFC a les épaules pour remporter le titre de champion de France cette saison? Évidemment. Malgré sa préparation catastrophique? Voilà ma question. Bah, ouais, tout d'accord pour dire oui, donc il n'y a pas trop de débat. Mais quand même se dire, super. Voilà, 3 points d'avance sur Monaco et Marseille à 32 journées de la fin. Voilà, après... est-ce qu'on serait pas dans le bon wagon, Camille? Est-ce qu'il n'y aurait pas 32 finales à jouer, putain? Je rigole, mais j'ai lu ça, je sais pas où. Hein. Bon, Twitter, tous les coups. Camille, alors qu'est-ce que tu en retiens toi de ce match? Eh ben écoute, le match en direct, je l'ai pas beaucoup vu. La rediff m'a beaucoup ennuyé. Honnête aussi. C'est un match encore une fois très très pauvre techniquement, très faible, deux équipes de Ligue 1 en fait. J'ai pas eu l'occasion de voir un peu ce qui se passait sur les autres matchs, donc j'ai pas de moyen de comparaison. Grosso modo, c'est pareil. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'on a de la chatte, hein. C'est tout. Et puis Maïski, je pense qu'il... je sais pas, il y a un truc avec Magri, tu vois, entre l'année dernière avec Monaco et là, je pense qu'il s'est passé un bail entre les deux, il veut peut-être le séduire, je sais pas, genre, il lui doit des sous, j'en sais rien, il y a une histoire, il y a quelque chose, c'est pas possible. Oui, c'est vrai que c'était de faire 2 bourdes comme ça, et après c'est très bien hein, de gagner, mais faut pas s'enflammer, il va falloir vite se détendre, la prestation, et je vous l'ai déjà dit la semaine dernière après Nice, c'est un peu ce qu'on va voir toute la saison, et c'est un peu pareil même à domicile, c'est-à-dire qu'on va attendre que nos adversaires fassent des erreurs. On va essayer de piquer quand il faudra piquer. Ça marchera des fois. Là, ce week-end, ça a marché. Des fois, ça ne marchera pas. On aura des XG. On dira, oh là là, mon Dieu, on aurait dû avoir marqué des buts et on n'a pas marqué. Là, on les a marqués. Bravo. Magri, c'est pas pour autant qu'il faut que tu restes au club. Tu peux t'en aller. Même si tu as marqué deux buts de renard des surfaces. Et puis voilà, quoi. Après, qu'est-ce que je vous dise, c'est bien. On a pris 6 points. Moi, je pensais qu'on allait en prendre 2. On en a 6. Je suis très heureux. Je suis très content. Mais... pas sûr que ça va durer longtemps. Est-ce que tu as quand même des enseignements peut-être au niveau tactique avec ce 3-4-3 qui est plutôt bien en place avec c'était dans la continuité de l'année dernière en fait pour avoir regardé au replay un peu plus les déplacements etc. Totalement dans la continuité de l'année dernière, tu vois beaucoup d'animation défensive offensive qui est plus ou moins similaire à ce qui se passait l'année dernière avec tes pistons qui rentrent beaucoup à l'intérieur et tes axios qui se projettent aussi. Donc non, c'est bien. Après, voilà, on a une grosse solidité défensive à l'image de la saison dernière. On a des mecs qui concèdent peu d'occasions, comme la saison dernière. Donc c'est très bien. Maintenant, il faut que ça reste comme ça. Il faut pas que ça bouge avec le mercato. Il faut qu'il soit. J'aimerais vraiment qu'il reste. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais il est juste à son niveau. En fait, l'année dernière, il était dans une saison catastrophique parce qu'il n'avait pas pris de vacances, qu'il avait fait les JO. Enfin, on va pas refaire tout son programme. Hein, mais là, il a fait une prépa normale. Il a pris des vacances. Il est frais. Et ça se sent et ça se voit. Et voilà, et après, par contre, moi, ce qui me gêne, c'est le milieu de terrain. On a un Christian Caceres qui est extraordinaire, mais Super Mario et Luigi, là, c'est compliqué. Hein. C'était plus Luigi que Mario. C'est très compliqué. Sauer, on l'a pas vu du match, hein, les gars. Et là, pour le coup, je l'ai regardé à la télé, même au stade, on le voit pas beaucoup. Alors oui, techniquement, il a une petite patte droite qui a l'air très sympa, mais Caceres, il est... Après, sans être cata, c'est quand même c'est sa deuxième titularisation aussi. Non, mais bien sûr, il a jamais eu le même axial aussi à côté de lui sur les 2 matchs. Non, mais alors, attends, bien sûr, Nathan, mais tu vois, c'est plus dans le sens tout le monde qui se réjouissait du départ de Vincent Siro. Ah oui. Je veux vous dire qu'il nous manque beaucoup parce que Caceres, il risque pas de faire des matchs à 200% comme il a fait dimanche. Oui. Hein. Quand tu auras des équipes qui seront meilleures, qui auront un plus gros milieu de terrain et une plus grosse activité. Ça va pas tarder d'arriver, hein, Camille, ça. Oui, ça c'est sûr. C'est la connerie, c'est pas tellement de prendre Sauer, c'est de d'en faire un titulaire là d'entrée alors qu'il découvre la Ligue 1. Mais t'as pas le choix. T'as personne d'autre derrière. Oui, mais c'est la connerie. Il faudrait que ce soit ton premier entrant au milieu en fait. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est le premier qui sort à chaque fois, c'est pas anodin ça, hein, attention. Il n'y a pas forcément le cardio aussi pour, hein, tout simplement. Hein. Je pense que il a jamais joué. Non, mais je veux dire, Valsas, il a jamais joué. Il a jamais joué à ce niveau-là. Non, mais je pense que c'est surtout physique en termes de choc et de contact. Il est tout frêle, il est pas bien grand. Ça après, dans un double pivot, c'est compliqué, mais si ça vous rappelle pas quelqu'un, un joueur qui était un peu plus fin techniquement et qui avait du mal physiquement,
Il est blessé en ce moment, mais c'est pareil, hein. Schmitt, c'est un peu le même profil. C'est un mec j'ai qui doit la être aussi. plus haut, il doit être un peu plus libre, mais c'est pas un double pivot. Ils n'ont pas le coffre et le volume de jeu que peuvent avoir Caceres ou que pouvait avoir Siro, ou même que peut potentiellement avoir Canvo aussi. Donc on ne demande pas de se servir de ses pieds, ça va, mais... Oui, voilà, c'est toujours le problème. Et je voulais rebondir sur le... Tu parlais de... On va y venir sur les individualités aussi après, on peut peut-être développer là. Sur le cas Magri. C'est très bien pour lui, bravo. Non mais bravo. voilà, Mais Magri, il veut partir, il met quand même son doublé. Mais t'es un peu plus mesuré toi, Camille. Non, mais il l'a exprimé, Magri, il veut partir. Moi, j'ai toujours dit que Magri, il avait tout le potentiel pour s'imposer pour la Ligue 1. Il est grand, il est quand même technique, il est physique, athlétique. Il a toutes les caractéristiques du neuf qui peut jouer en Ligue 1. Maintenant, il a du retard. Pour le moment, il a un petit peu de retard. Il a plus un niveau au Ligue 2, on va dire, que Ligue 1. Mais il arrive à faire ses matchs. Et franchement, pour avoir revu le match, il fait son match dimanche. Alors, c'est un peu compliqué des fois, mais il fait son match. Et les deux buts qu'il met, c'est des buts de vrais renards des surfaces. Et c'est très bien pour lui. Et bravo à lui. Mais est-ce que on fera toute la saison avec lui? Et est-ce que ce sera lui qui marquera 10 ou 15 buts? Je ne sais pas. Ou alors, c'est peut-être un axe de progression qu'il aura cette saison. Et à voir. Après, lui, il a dit qu'il a exprimé il exprimé son souhait, de vouloir partir du club. S'il reste, je l'attendrai au tournant, dans le sens où il ne faudra pas qu'il marque 5 buts en 3 journées. Il faudra qu'il marque 10, 12 buts et qu'il nous fasse gagner des matchs comme il a pu le faire hier. Camille, du coup, s'il rate une occasion, est-ce que tu lui feras chute en le regardant dans les yeux ou pas? Non, pas du tout. Mais après, ça, c'est normal. Mais moi, ça me gêne pas du tout. Au contraire, j'aime bien. Ça montre le caractère du type. Le type, il a du caractère. Il en a gros sur lui, il a des critiques, il le sait, c'est un numéro 9. Et au moins, voilà, il répond, il met son chute parce qu'il marque. Oh, ça fait partie du jeu. Hein. Tous ceux qui ont joué au foot savent que ça fait toujours du bien. Et puis quand tu marques, t'es un peu dans l'euphorie, tu sais pas trop ce que tu fais aussi. Enfin, moi, ça me dérange pas, ça. Ça fait partie du jeu. On est là pour critiquer, il est là pour nous répondre aussi, entre guillemets. Ça fait partie du jeu. On va faire un petit tour sur les réseaux, Camille, pour voir si les gens partagent ton avis. Elliot, est-ce qu'il y a des réactions là sur les réseaux par rapport à... Il y en a 50 000. Ah ben vas-y, on va voir si tu as une capacité de synthèse, Elliot. Ouais, une synthèse, ok. On a eu des commentaires sur l'équipe et sur les individualités. Donc je vais commencer par l'équipe. On a eu notamment beaucoup de commentaires qui parlaient de la solidité défensive. C'est qui le disait? Alors attendez. Écoute, c'est Camille qui l'a dit, parfait. Du coup, je vais pas en parler. Il suit une autopasse. Le mec, il pour les antennes. Camille, est-ce que tu es d'accord avec ça du coup? Il crée une émission, il commente, il appelle, mais c'est pas possible. Il est actif, hein. Ouais, là, Clara, tu peux pas dire ça. Non, après, on a eu des commentaires sur Sauer, sur Metali, sur plein d'individualités. De Camille ou d'autres? Hein? De Camille ou d'autres? Non, que de Camille. Moi, je parle que de Camille depuis tout à l'heure. Il y a 4 comptes pour parler, Camille. Non, après, je fais quoi? Je parle des individualités ou tout ce que tu veux, tout ce qui t'a interpellé. Moi, j'ai un commentaire très intéressant d'un Sacha qui nous dit il en a pas marre d'appeler toutes les semaines, ce vieux monsieur. Et non, il a que ça à foutre. Donc, Mais si t'as d'autres réactions, Elliot? Ouais, c'est que d'individualité. Donc, alors, garde-les pour après quand on fera les points sur Allez, mais juste avant, je voulais avoir ton avis, Alexandre, sur le cas Magri, tout simplement, parce que c'est quand même un polarisateur de critiques aussi. On a vu au stadium où limite il était à deux de se faire siffler en première mi-temps et il était adulé en seconde. Qu'est-ce que t'en penses toi Ce que je pense c'est que oui, il y a beaucoup de retournements de veste, c'est que beaucoup le sifflent au départ par rapport à ses prestations et là d'un coup il claque un doublé. Alors il me semble que le deuxième but c'est sur un cafouillage. Bon, pour moi ça reste un but, deux cafouillages. Pour moi ça reste quand même 2 buts, c'est très bien. Mais je pense que pour moi, Magri, cette saison, je pense que ça va pas le faire parce que je l'avais dit en plus, c'est un joueur qui est irrégulier. Irrégulier, ça veut dire qu'un jour, il te met 2 buts par exemple, et puis 10 matchs après, il marque plus. C'est le silence total. Et je pense que le TEF est au courant, c'est pour ça qu'ils ont recruté Vignolo et Hidalgo, je pense qu'on va en parler plus tard, pour, on va dire, mettre la pression offensivement, parce que s'il n'y a que Magri devant et qu'il n'y a, s'il y a personne qui suit derrière, bon, ça va être compliqué. Voilà, donc c'est mon avis. Donc Magri... sachant qu'en plus il voulait partir. C'est son axe de progression, Alex. Être régulier? S'il arrive à être régulier, c'est son axe de progression et toute sa carrière se joue là. Non, j'exagère. Mais ça vient tirer. S'il veut progresser dans sa carrière, ça se joue là en fait, sur sa régularité. Si demain il reste à Toulouse et il nous met 10 ou 12 buts dans la saison, il sera devenu régulier et c'est ce qu'on attend de lui et c'est le potentiel qu'il peut avoir.
Moi j'ai du mal à y croire. Ça fait 2 ans déjà qu'on lui laisse un peu voir sa comment il chance. sera servi aussi cette année. Pas que, mais en fait, est-ce que tu peux te permettre de faire ce pari-là sur une saison comme ça? Je trouve que le pari est risqué quand même. Mais je vais te répondre au commentaire de Pichou qui nous dit attends les finances pour acheter un neuf. Non, Non, donc il a alors raison. faisons avec, encourageons-le. Il a raison. Mais... Sachant que t'as pas Orban qui ça va pas se faire parce qu'on manque d'oseille et que l'Elias a mis les sous, bah du coup tu dois te retrouver avec lui. Et si tu dois te retrouver avec lui, je vais pas vous mentir, je préfère avoir lui que Vignolo. Ah oui, Pas bah méchant, lui, mais au moins, Vignolo, t'as j'ai des jamais vu certitudes jouer, il a sur la 18 Ligue 1. piges, il sort de D2 d'Argentine, bah j'ai plus Ça, c'est sûr. j'ai plus confiance en Magri pour le moment. Quoi. Après, pour le défendre un petit peu, la saison dernière, je sais pas si vous vous souvenez, on débute, il me semble qu'il touche la barre, il a des occasions ratées. Là, Un but refusé pour hors-jeu aussi. Ouais, exactement. Donc oui. là, de se dire, tu commences ta saison à la maison, malgré le fait, il y a plein d'axes d'amélioration. Hein, il fait pas le match de l'année. Et voilà, il met quand même son doublé pour la confiance, tu peux te dire. Effectivement, tu peux te permettre, potentiellement, étant donné que le marché du neuf est un peu fermé, de faire ta saison avec lui. Donc il y aura pas que ce sera pas le seul. Je veux dire, il y a Vignolo aussi. On sait pour le moment pas on sait pas ce que ça vaut pour le moment. Mais mais en soutien, voilà, on sera peut-être surpris. On a Hidalgo qui est arrivé, on a Gbo qui semble être reparti aussi sur des bonnes bases. Donc moi je suis curieux de voir. Voilà, après moi c'est sûr que j'aurais préféré peut-être un autre type de joueur. Mais ça peut faire le taf et peut-être qu'avec un autre type de joueur on aurait peut-être visé 8-10, c'est un exemple, mais voilà, là on va peut-être atteindre l'objectif qui est le ventre vous avec peut-être qu'il te mettra pas 10-15 buts dans la saison, mais ça peut faire le taf quoi. Après, mon attaquant, s'il est dégueulasse tout le match et qu'il finit le match avec 2 buts, je signe. Hein. Il fait pas un bon match, mais il est là au moment où il fallait. Ça va être le cas. Mais c'est l'évolution des neufs, les gars. Ils en parlaient hier dans l'after et je crois qu'ils avaient raison. On demande maintenant à des numéros 9 de presser, de défendre, de faire des passes décisives, de marquer des buts. Avant, à l'époque, ils faisaient pas tout ça. On leur demandait juste de marquer et ça se passait très bien. Et moi, si on a un numéro 9 qui nous met 10 ou 12 buts dans la saison, mais qui est dégueulasse, ça me dérange regarde pas. le nombre de matchs où Dalinga, on le voyait absolument pas jusqu'à qu'il touche le ballon où il marque. Exactement. Moi, ça me va aussi. Après lui, c'était un autre type de joueur aussi. Bien sûr. Mais on leur demande de marquer des buts, on s'en bat les couilles. Et après, le Magri, là, pour le coup, il a marqué 2 buts. Et oui, mais rappelle-toi de numéro 9. Rappelle-toi que Dalinga était aussi critiqué par son apport dans le jeu. Ah oui, son mais manque bien d'apport sûr. dans le jeu, justement. Le problème, c'est qu'en fait, on n'a jamais ramassé Dalinga. Magri n'a jamais été le joueur pour jouer comme Dalinga et on joue toujours avec un système où il y aurait cet attaquant providentiel qui est un buteur et pas un joueur à part entière dans le jeu, quoi. Donc au final, ce que Magri, ça lui correspond pas. Donc Magri, il va décrocher. S'il décroche ou qu'il tricote sur le côté, forcément, t'as personne dans le centre. Et nous, 2 fois, ça arrive. Il descend côté Donum Sidibé pour aider dans le jeu. Bah, du coup, t'as personne en pointe. Donc c'est compliqué. Puis quand c'est en plus t'as Beau de l'autre côté, que c'est pas forcément son rôle non plus, là où tu aurais plus un Edjuma qui lui pourrait venir rentrer dans le jeu et faire vraiment ce rôle de finisseur. Forcément, c'est compliqué. Je pense qu'il y a eu des ajustements à la mi-temps parce qu'en seconde mi-temps, on l'a quand même vu beaucoup moins décrocher, beaucoup plus tenter des appels en profondeur. Totalement. Donc, ce que je lui reprochais un peu moi de ne pas faire en première mi-temps. Ça tu peux enchaîner, attends. Oui, je réfléchissais sur quoi on partait. On partirait pas sur du. Sur quoi J'ai dit il s'était endormi. Il s'est endormi. Non, j'étais en réflexion. Moi j'ai entendu Mila dire Canvo casse-toi derrière, ça m'a un petit peu perturbé. Avant c'est le premier mot. Ouais, c'est mignon. Avant les top flops, peut-être Ben, tu voulais parler du coaching. Ouais, parce que écoute, quand il sort Sauer pour rentrer Kamanzi, je me dis ok, donc là tu fais un changement, ça a bougé 3 personnes. Que Sidibé se redéplace, donc en fait au final, et j'ai très peur de Canvo au milieu de terrain, faut pas se mentir. Enfin, en tout cas dans le duel c'est bien, mais balle au pied c'est compliqué. Au final c'était bien passé, j'ai trouvé bien qu'il sorte Beau, parce que moi j'ai eu Beau devant moi toute la première mi-temps, honnêtement il a rien réussi. Alors ok, le centre sur Donum à la 45+3, mais avant ça il se passe rien. Donc j'ai trouvé qu'il avait perdu beaucoup de ballons, et tu vois, et au lieu de sortir peut-être Magri ou quelqu'un pour faire descendre Donum, ben non, il sort Beau qui est un peu en dedans, donc j'ai trouvé ça bien. Donc sur les changements, en tout cas, je trouvais pertinent et ça a permis quand même de... Et bien aussi de faire sortir Magri pour la petite ovation. Ouais, aussi. Ouais, il a été bon quand même. Il a fait rentrer Hidalgo qui a touché 3-4 ballons. Et voilà, après il a fait rentrer Rasmus qui a fait une rentrée, mis à part moment où il dévisse complètement, il s'est bien fondu dans le collectif. J'avais peur que Rasmus rentre dans l'axe et Cresswell se balade sur un côté. On a bien laissé Cresswell central, c'est juste Kamanzi qui était à droite. Parce que je trouve que Cresswell rayonne vraiment dans l'axe, donc si tu le sortais de là, peut-être tu pouvais un peu qu'il baisse un peu en qualité.
Mais voilà, non, sur les changements. Et pour une fois, les changements apportaient quand même quelque chose. Ah, Nice aussi au final. Dans le jeu, tu sentais qu'il y avait un petit plus, Ouais, ça changeait. Après, ouais. forcément, le but. Le match de Nice, si tu fermes les yeux du but, je peux te dire que franchement, faut vite oublier ce match-là. On est passé de horrible à horrible moins. Ouais, voilà. pas mal. Ouais, horrible, faut satisfaire de peu des fois. Ouais, je comprends. Messieurs, en parlant de se satisfaire, on va parler des tops qui nous ont satisfaits. C'est pas les individualités? Ah si. C'est dans les tops en soi. Ah, ok. On va y venir, My top et flop. Les top flop. Qu'est-ce que voilà. Qu'est-ce que vous avez à retenir qui vous a Caceres, incroyable. Tu le vois quand il est là, je sais pas combien il finit de kilomètres, mais les courses, les récupérations, il est dans le duel devant, il est dans le duel derrière, il récupère, il obtient la faute, il va faire une faute intelligente. C'est incroyable. patron. Il y a vraiment le jour et la nuit quand il est là ou pas là. C'est Et surtout quand à voir à l'œil, c'est incroyable. Et surtout quand en face, t'as un mec comme Les Smelou qui est exactement dans ce registre-là. C'est important aussi d'avoir un mec capable de mettre des petits coups, de jouer un peu le vice sur le terrain. Quoi. Toi, Alexandre, s'il y avait un joueur à sortir du match, une individualité, qui sait que. Je reprends un peu pareil ce qu'a dit par rapport justement à Caceres. Caceres qui m'a régalé aussi sur le terrain. Ça se voit que là en ce moment il est en forme et j'espère que ça continuera pareil. Enfin, j'espère que. Parce que Camille n'a pas payé abonnement téléphonique apparemment. Donc oui, je pense que c'est un des rares joueurs qui où je me suis dit là il est vraiment en forme et j'espère que ça continuera pour les matchs à venir. Notre petit pitchoun Metali, je pense que c'est important de lui glisser un petit mot. Il a été sur la lignée de ce qu'il a fait contre Nice, mais davantage peut-être mais il a eu un quart d'heure un peu compliqué, je trouve, le premier quart d'heure où il avait du mal à se projeter. Et ensuite, tu sens qu'il réussit 2-3 choses et il arrive à se libérer. Il a été vachement offensif, je l'ai trouvé vraiment. Il a des jambes pour un mec qui est formé. Qui n'est pas formé latéral, il a une bonne vitesse, il est intéressant dans ses provocations balle au pied. Je suis bluffé par lui. Elliot, des réactions? Alors, on a eu un commentaire, c'est un joueur dont on n'a pas parlé, et c'est Sacha qui en parle, c'est Mackenzie qui dit le vrai MVP du match, de la hargne, un sauvetage qui vaut un but et un leader sur le terrain. Le retour, fabuleux le retour. Moi j'aimerais bien qu'on parle un peu de Mackenzie parce que je trouve que c'est un mec dont on parle jamais. Et tu en as parlé pendant 1 heure dans une émission en anglais l'an dernier, ça va quand même. Hein. Oui, écoute, ils m'ont pas rappelé depuis. J'en parle ici. Mais le retour en première, plein de hargne, en plus là où il harangue un peu le public, c'est vrai que ça fait du bien. Il l'a fait plusieurs fois d'harangue. Ouais, mais ça fait vraiment du. Moi je trouve qu'au niveau de l'attitude, c'est un mec, t'as l'impression qu'il est chez nous depuis 5 ans, 6 ans, alors qu'il est arrivé l'an dernier quoi. C'est incroyable d'avoir autant de leaders que ça en défense. T'as l'impression que chacun pourrait être capitaine et avec un charisme et une grinta assez impressionnante. Ouais. Tu sens que c'est un joueur qui est, je le disais sur la conversation, qui est un peu, un peu discret dans le sens où c'est pas un mec qui va faire des grandes remontées balle au pied, c'est pas un mec qui va faire des tacles glissés sur 25 mètres. C'est pas un joueur spectaculaire, mais c'est un joueur qui est sacrément efficace et je trouve qu'il passe quasi jamais au travers d'un match. Depuis qu'il est arrivé, il y a des matchs où il a été moins bon, mais il a jamais été mauvais comme ont pu l'être tous nos défenseurs et tous les joueurs du championnat à un moment ou à un autre. Je me rappelle pas d'un match où vraiment je me dis putain Mackenzie cata. Oui, c'est un 4 sur 10 maximum quoi. Et ça je trouve que un joueur qui peut être régulier comme ça sur toute une saison, on n'en a pas tant que ça et c'est bien de leur rendre hommage. Et s'il peut nous faire une Rasmus, c'est-à-dire continuer à passer sous les radars de tout le monde, pour qu'on nous le laisse, c'est nickel. En parlant de Rasmus, on a parlé la dernière fois, mais de se dire que ça va être compliqué quand tu as tes 3 axios qui sont quand même au niveau de refaire ta place. Ouais. Et on voit justement à la limite peut-être sur ce match-là, ça a été un peu plus compliqué. On voit que sur les allers-retours, c'est encore un petit peu compliqué quoi, pour Sidibé, oui, et puis avec Donum, ils se sont pas aussi bien entendus qu'ils s'entendent quand l'un est central et l'autre piston. Oui. Mais justement, petite transition sur les flops, Donum qui a pas été Donum ailier quoi, on le sait maintenant. Il y a 2 Donum, il y a le Donum piston et le Donum ailier, et là t'as pas vu celui que tu voulais voir. Toi Ben, justement, je viens vers toi parce qu'il me semble que c'est toi qui l'as mis dedans. Tu as mis Gbo en flop. Tout à l'heure, t'en as parlé. Flopiné. Non, Flopiné. En fait, je trouve que c'est dur quand même. Alors, non, mais attends, il est sur les 2 buts. Hein. Oui, peut-être. Mais en fait, ce qui me dérange, et je sais que c'est ton créateur, mais je trouve que des fois, je te dis, quand il est devant toi et que tu regardes que lui, mais il y a 15 fois, il peut donner ce ballon et non, il va tenter un truc et souvent, il la perd. Il a pas ce côté où je vais faire un dribble, je vais la rendre. C'est un dribble, 2 dribbles, 3 dribbles et je la perds. Et derrière, on va pas se mentir, je reviens quand même un peu en trottinant. Hein, donc voilà, il a pas ce côté que moi j'aime chez les ailiers de grinta et d'aller se battre et je fais le public. Mais ouais, il m'a un peu déçu, peut-être parce que Nice il a un peu surperformé et qu'il a vraiment amené du danger.
Et j'ai eu un peu de mal avec son match. Je l'ai trouvé un peu mais brouillon, c'est mais après c'est c'est impliqué, beau. c'est impliqué sur les 2 buts après. Hein. C'est beau. Après, on verra s'il s'en va à Lyon ou pas, parce que je sais qu'il est potentiellement attendu avec Buonanotte, je crois, si je dis pas de conneries. Donc ça se joue entre les deux. À voir ce que ça donnera s'il voit plus haut. Mais en tout cas, pour l'instant, je trouve qu'Otef, des fois, il me frustre, mais parce qu'on en attend beaucoup, parce que c'est un leader d'attaque. Ouais, mais justement. Je te dirais pas pareil d'un autre. Il a toujours ses petites fulgurances. Donc là, c'est arrivé en seconde mi-temps, justement, où toute l'attaque s'est un peu réveillée. Ouais, mais. Il est à l'origine des 2 buts et c'est compliqué de mettre un mec flop au Ben n'est pas impressionné. Non, mais je suis désolé. C'est ton leader d'attaque et il est dans la construction du but. Donc, Ouais, j'entends, mais moi je trouve que dans les 90 minutes, honnêtement, il sort du placard 2-3 fois. Quoi. Tu peux le muter, Nadia? J'attends plus de lui. Oui. Après, c'est ton leader. Oui, non, mais... Après, c'est bien si tu arrives à te contenter de 5 minutes sur 90. Mais bon, je trouve que c'est un mec que tu devrais te contenter de bien plus. Après, quand même, quand t'as de l'autre côté, sur ce match-là, t'as De Noum, tu vois quand même aussi le gap entre les deux. Quoi. Moi, ce qui me surprend avec De Noum, c'est quand il est lié, t'as l'impression qu'il fait pas d'appel. C'est pas le même joueur. Alors que quand il est latéral, il compte pas ses efforts, piston, pardon, et il fait beaucoup de courses. Là, il y a plein de moments où on était en contre-attaque et tu le voyais lui trottiner à côté du mec qui avait le ballon. Et pas proposé quoi, et c'est un peu bizarre et je comprends pas trop comment il fonctionne quand il joue ailier en fait. Il est peut-être saoulé, ça le fait chier, il a pas envie d'y être, hein, je sais pas, hein, mais. Bah, ça donnait un peu cette impression là, alors je veux pas arriver à cette conclusion comme ça sortie du chapeau, tu vois, mais. Vincent, Non, c'était pas demander à Elliot s'il y avait d'autres flops sur les commentaires. Alors on a eu un top qu'on a oublié, Mayeki. Voilà, pour nous. Non, sinon, c'est globalement Donum et Egbo. Pierrick Corlouet qui nous dit Donum vient encore sur son but de Liverpool. Bo a un peu croqué. Voilà. Et Sauer, quand même, qui a été un peu. Et Nadia en top, selon Sacha. Pourquoi? Faut que tu dises jusqu'au bout. Non, première de la saison et elle s'est rien fait voler. Bravo. N'oubliez pas le hashtag rendez l'écharpe. Hein. Alors, généralement, c'est en fin de saison que je me fais voler. Voilà. Donc on refera un point. Le poids des traditions. Et merci, Sacha. On fait le tour. Ouais, est-ce que tu as d'autres. Alexandre. Ouais, d'autres top je flops. tenais à en parler. Pour moi, le flop de ce match, c'est Jedi Canvo. Parce que Jedi Canvo. Est-ce que Camille t'a envoyé un message privé il y a quelques instants Et tu veux revenir dans l'émission critique Canvo maintenant? Il reste. Parce que j'ai relevé une information qui est importante. C'est. Alors, il me semble, si je lis bien. Le nombre de passes en avant qu'il fait, 3. On va dire que ça a été mieux que face à Nice. Ça, c'est vrai, il a mieux joué que face à Nice. J'ai dit Canvo. Je l'ai trouvé beaucoup plus présent face à Brest que face à Nice. Et on va dire une information qui, pour moi, et je rejoins vraiment cette idée-là, c'est que défensivement, il a fait de bonnes interventions. Mais dès qu'il commence à être plus haut, c'est plus compliqué. Et ça, je pense que beaucoup l'ont souligné. Donc voilà, pour moi, c'est Jedi Canvo. Donc un petit flopinet pour toi. Oui, pour le moment. Ouais. Bon. Ce match, oui, je suis d'accord. Quand il passe au milieu, ça fait mal aux yeux. Hein. Puis au niveau de l'attitude aussi, je trouve qu'il a une tendance fâcheuse, en tout cas quand il joue en défense centrale, à marcher avec le ballon et à un peu se regarder jouer. C'est pas un accélérateur de jeu. Hein. Non. Après, c'est parce qu'on lui demande, hein, c'est pas la question, mais bon. Surtout, c'est que en ce moment, il est convoité par pas mal de clubs. On l'avait vu avec, il me semble que Bournemouth, c'était sur lui, si je ne me trompe pas. Villa. Oui, Aston Villa. Donc, il essaye un peu de jouer. Enfin, il essaye un peu d'impressionner la galerie en disant, regardez, je suis bon, je veux partir en première ligue. C'est double tranchant aussi. C'est aussi pour ça que le TEF le titularise, parce que tu dis que normalement, Nicolas Easson aurait pu le faire, ou même avoir Sidibé en central pour mettre Donum Piston et Djouma devant. Enfin, il y avait d'autres solutions qui existaient, donc c'est aussi pour le montrer, pour le vendre. Dernier petit mot quand même pour l'ambiance, quand même, le magnifique tifo des Indians qui sont bien embêtés à préparer. On a vu Clément la semaine dernière dans l'émission qui nous en avait parlé. C'était réussi, franchement. Je sais pas après l'ambiance comment c'était pour ceux qui étaient au cœur du virage, mais nous en tout cas de l'extérieur, on a quand même passé un bon moment et on s'est régalé, tout simplement. Plus de spectacles presque en tribune à regarder le tifo que sur le terrain, quoi. Donc c'était. C'est un peu un classique, ça. C'était fantastique. Non, c'était magnifique. Ah oui, et Sacha qui souligne le Secanto San Sono aussi, pour la première fois depuis que je viens au stade personnellement. Mais en même temps, quand tu es 4500 dans un virage, dans les 3 quarts connaissent pas le chant, c'est compliqué. Parce que maintenant que tu as créé une culture et que les gens le connaissent, c'était assez impressionnant, c'était assez agréable pour le coup. Tout à fait. Voilà, victoire à domicile de la première journée à la maison, que demander de plus. Voilà, Paris Saint-Germain, on t'attend. Exactement. Ça sera un match pour la première place, tout simplement, cette rencontre. Ok, donc on en est là. Non, on en parlera vendredi. On accueille le PSG en étant devant quand même. Hein, tu vois, j'en profite, il n'y a pas Rémi. Rémi, vendredi, m'empêchera pas de parler, donc voilà, j'en profite. Tu muteras Rémi, ça ira très bien. On y en verra. Ça fera un beau jingle, ça. Bon, allez, on va passer à l'interview supporter d'Alexandre.
Allez Alexandre, c'est ton moment. L'interview supporter préparée par Mehdi en 2016 et qui n'a pas bougé d'une seule virgule. Pour commencer, quel âge as-tu ? Eh ben écoute, j'ai 21 ans, donc assez jeune. Je sais pas si je suis le plus jeune de ce plateau, mais... Non, Elliot, t'as quel âge ? 21 ans aussi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. On a le même âge. C'est vrai. Ok, excuse-moi. Donc, La relève, elle est là. Elle est là, Ouais. la jeune garde. Ouais, elle est là. La jeune garde. Comment es-tu devenu supporter du TFC ? Alors disons que je suis devenu supporter du TFC à partir du moment où ma mère m'a emmené au stadium. Alors c'était il y a longtemps, je pense que c'était saison 2011-2012. Alors à l'époque je jouais déjà à FIFA, je prenais Toulouse parce qu'à l'époque je me disais ah bah tiens Toulouse, je suis Toulouse, je vais prendre le TEF. Donc à l'époque il y avait Gignac, Daniel Congré. Et disons que oui, période 2012-2013, ma mère qui me dit, vu qu'on était à 15 minutes à pied du stadium, elle me dit bah tiens, j'ai un match qui était donc TFC contre Evian Tonon-Gaillard. Waouh. Oui, bon, c'est vrai que là, elle n'a pas vendu du rêve par rapport à ça, mais je me suis dit pourquoi pas. Et donc on va dire première fois au stadium. Bon, au niveau ambiance, je vais être honnête, il n'y avait pas trop d'ambiance, c'était les époques des anciennes tribunes. Tu te rappelles du score ? 0-0. D'accord. C'est donc normalement j'aurais pu très bien partir, me dire que c'est la dernière fois que j'allais au stadium, mais je me suis dit non, je vais quand même continuer à y aller, surtout que c'était à 15 minutes à pied de chez moi, donc tu pars très vite après quand ça va. C'est ça. Non, mais après voilà, j'ai pris du plaisir, même si c'était très dur la période Sadran. La période où je jouais tout le temps le maintien, donc c'est vrai que quand à un moment on arrive en Europa League, je me dis waouh, c'est une première, parce que j'étais un peu trop jeune à l'époque où il y avait Brice Taton. J'étais beaucoup trop jeune, j'ai pas vraiment connu cette période. Donc là, c'est vrai qu'Europa League, il y a un peu cette mode par rapport à d'autres supporters du TEF qui ne connaissent pas forcément le club, qui découvrent. Et, par exemple, ils découvrent la Coupe de France, l'Europa League et se disent on va tout gagner. Et bien, force, je pense qu'ils ont dû être déçus par rapport à la suite, mais voilà. T'as notre âge, c'est pas possible. Oui, c'est un petit peu, ouais. Ton meilleur souvenir et ton pire souvenir et pourquoi ? Alors, meilleur souvenir, c'est vrai que j'en ai quand même pas mal de souvenirs. Bon, je ne savais pas être original, mais disons que oui, la victoire face à Liverpool, légendaire, mythique, je suis obligé d'en parler, puisque c'est vrai qu'au stadium, je m'attendais à rien. Je me dis, bon, Liverpool, voilà, c'est bien déjà qu'ils se déplacent chez nous. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tendances par rapport à ça. Regardez, Liverpool, on va faire des pubs par rapport à ça. Mais oui, pour moi, c'est vraiment mon match référence. Et puis, ma plus grosse déception, c'est ça. Ouais, ton pire souvenir. Mon pire souvenir, en vrai, je dirais surtout que c'est la période Sadran, quoi. Enfin, j'ai pas vraiment un match en tête, mais disons que cette période-là, c'est vraiment, il fallait aimer le club pour rester là. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné, ils se sont dit, bon, on va aller voir le Stade Toulousain, on va aller voir d'autres équipes. Mais non, moi, je me suis dit, je vais continuer à souffrir. Bon, après, vrai c'est du passé, oui. Là, on a pu tester ton endurance et c'était prêt à tout supporter. Un joueur emblématique qui t'a marqué ? Un joueur emblématique qui m'a marqué. Alors, je sais pas. Pas forcément le meilleur ou quoi, mais celui vraiment, tu te dis, ouais, il m'a marqué celui-là. Alors, ce qui m'a marqué, c'est vrai, Martin Braithwaite ou même Trero, Oscar Trero, il m'a marqué ce joueur. Oscar Trero, puisque argentin, puis en plus à un moment, mon père qui a un métier. En gros, il a croisé Trero. Et donc déjà, le fait qu'il ait rencontré mon père dans son travail, je me dis déjà c'est impressionnant et que en fait Trero c'est quelqu'un qui était assez discret pour moi, assez discret et qui est assez efficace. Voilà, après j'avais aussi Ben Yedder, à l'époque avant les problèmes qu'il a eu. Séparer le joueur de l'artiste. On va dire oui, le duo Braithwaite-Ben Yedder, même si les deux ne s'entendaient pas forcément à cette période-là, c'est pour ça qu'il y avait Duprat qui faisait jouer. Ça, on connaît l'histoire, donc voilà cette période-là. Franchement, oui, j'ai pas vraiment de joueur emblématique, mais oui, voilà, le duo Braithwaite, Ben Yedder ou même Trero, ils m'ont fait rêver. Et très rapidement, si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui ? Tu devais incarner celui qui te ressemble le plus, celui qui tu te sens que tu pourrais être ce joueur-là. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est sûr. C'est compliqué. Alors, Amoulich. Allez, pourquoi pas ? On parlerait de toi chaque semaine d'un jour de prêter, donc c'est une bonne chose. Non, c'est compliqué pour le coup parce que moi je dirais Panchi Siriex. Ah bah tiens, c'est par rapport à la fidélité. Ah écoute, c'est un bel hommage. En tout cas, c'est un grand joueur. Merci beaucoup, Alexandre. J'espère que ça t'a plu. Avec plaisir. Franchement, j'ai bien aimé cette émission. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, c'est la fin de cette émission. On se retrouve vendredi pour la preview de PSG. Il y aura bien sûr Rémi, il y aura aussi Marion Edalo, la journaliste de RMC qui présentera le PSG. Merci beaucoup Nadia la technique. Merci Yota technique vidéo. Merci Clément pour cette magnifique chronique. Merci Ben pour ta beauté. Et merci Nathan pour la co-animation. Passez une très bonne soirée et à vendredi. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Ciao, bonne soirée.